Nord, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, Rosut et Rosut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ah, elle est dans de beaux draps, notre éducation nationale. Bon, on va pas revenir sur le scandale de Stanislas, établissement réputé pour son ambiance sexiste, homophobe et dont un ancien directeur est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Si au moins le ministère s'occupait de revenir aux fondamentaux, aux apprentissages de base, le b.a.-ba, lire, écrire, compter, apprendre les jours de la semaine. Eh bien, si l'éducation nationale se chargeait correctement de cette mission-là, Simon ne confondrait pas le jeudi et le vendredi et il serait avec nous ce soir au lieu d'aller présenter je ne sais quelle séance ce soir de l'enregistrement. Ah là là, je vous jure, la connaissance, ça se perd et pourtant, c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Pauvre créature de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Willem Dafoe et Mark Ruffalo. Si Simon savait que nous sommes jeudi, oui, ce serait un home run. Je vous ai compris. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Oui, c'est un film que nous avons tous beaucoup aimé. Personnellement, moi, je l'attendais avec beaucoup d'impatience puisque Yorgos Lanthimos est sans conteste l'un de mes réalisateurs favoris dont j'attends avec beaucoup d'impatience les nouveaux films. On va faire un premier tour de table. Qu'en avez-vous pensé, Alexis, pour commencer? Bah écoute, moi j'étais pas un connaisseur du tout du cinéma de Lanthimos il y a encore quelques semaines. J'en ai rattrapé quelques-uns avant de découvrir Pauvre créature, notamment, je vais les citer, Canine, The Lobster et La Favorite. J'ai pas eu la chance de voir Mise à mort du cerf sacré, mais je le rattraperai dans pas longtemps. Ah, qui est à mon avis l'un des meilleurs pour moi. Ouais, le truc c'est que je vais être un tout petit peu disruptif, ne m'en voulez pas. Moi, je trouve que dans le cinéma de Lanthimos, a fortiori dans Canine, parce que dès The Lobster, on sent quand même qu'il y a une volonté d'ouverture qui commence à apparaître un peu dans son cinéma. Je trouve que c'est un cinéma qui est esthétiquement un peu hanté par le fantôme d'un autre cinéaste que j'aime pour le coup, alors vraiment pas du tout, qui est Michael Haneke. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a, à mon humble avis, dans le cinéma de Lanthimos, en tout cas première période, parce que je pense qu'avec Pauvre créature s'ouvre une nouvelle période qui, elle, pour le coup, m'intéresse beaucoup. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a une certaine peur, une certaine méfiance du style et des faits de mise en scène qui sont un peu trop ostentatoires. Ça ne veut pas dire que Lanthimos est tout à fait comparable à Haneke. Non, sur plein de points, il diffère, à commencer par le fait que je pense pas que Lanthimos soit un connard misanthrope, mais il y a quand même, malgré tout, ce sentiment qui, moi, me met un petit peu mal à l'aise, l'impression que Lanthimos, il observe des situations et des personnages bizarres avec une certaine distance et parfois une certaine hauteur. C'est ce que, dans le cas d'Haneke, Jean-Baptiste Auré appelle le cinéma du Mirador. J'appellerais ça plutôt un cinéma d'entomologiste. L'impression que parfois, Lanthimos observe ses personnages comme un entomologiste regarderait par exemple les ailes d'un insecte avec la loupe d'un microscope. Et moi, cette distance-là, elle me gratte un peu. Et ben, il faut vraiment que tu vois le cerf sacré parce que le cerf sacré commence à amorcer la passerelle. Vers écoute, je verrai. Vraiment même la favorite en mais justement, c'est là où aussi. je veux en venir. C'est que je trouve qu'avec La Favorite, il se passe un truc intéressant dans le cinéma de Lanthimos. Il y a déjà une rupture qui n'était pas complète jusqu'à Pauvre créature. Et cette rupture, c'est que j'ai l'impression pour la première fois qu'il est vraiment à la hauteur de ses personnages. Et qu'il les aime, et qu'il est fasciné autrement que simplement comme un objet d'étude, mais qu'il est fasciné par l'intériorité de ses personnages, par toutes les émotions qui bouillonnent à l'intérieur, et ça me plaît. Et puis, il faut le dire aussi, je trouve que il y a une certaine truculence, un certain goût pour l'humour, pour le décalage, et une sorte de d'écriture un peu plus caustique, un peu plus fine, peut-être un peu moins conceptuelle aussi, qui se manifeste chez Lanthimos avec La Favorite. Et puis là arrive Pauvre créature, qui est pour moi vraiment le film de la rupture. C'est-à-dire que j'ai l'impression de découvrir un nouveau Lanthimos avec ce film-là. Et déjà, et je vais commencer par là, parce que on a un personnage principal qui est, et c'est la grande force du film, l'antithèse
du personnage lantimosien, entre guillemets, en tout cas à mes yeux, parce que jusqu'à présent, l'Antimos, il traitait quand même des personnages qui jouaient des rôles, se mentaient à eux-mêmes. Il y avait toute une réflexion sur comment on fabrique notre propre fiction pour supporter le monde. C'était le sujet très conceptuel de Canine, qui raconte, pour résumer très grossièrement, des parents qui ont emprisonné leurs enfants dans leur maison, qui leur ont menti sur le monde extérieur. En bref, ce sont un couple de dramaturges, entre guillemets, qui ont inventé une fiction dans laquelle ils ont emprisonné leurs enfants et dans laquelle ils vont jouer eux-mêmes un rôle. Donc c'est des dramaturges et des acteurs. Voilà, il y a toute une pensée théorique de la fiction chez l'Antimos. Et là, on a un personnage, celui de Bella, qui n'est que pur affect, qui est totalement sincère en permanence, qui est absolument incapable d'intégrer le moindre code, la moindre règle sociale ou de simple politesse élémentaire, ce qui en fait un personnage hyper vivant, hyper drôle, qui traverse le film avec une joie de vivre qui est hyper communicative. Et je trouve que c'est déjà le premier gros point fort du film, c'est que son personnage principal, il est complètement nouveau dans le cinéma de l'Antimos et je le trouve fascinant. Sophie. Je suis pas la plus grande fan du cinéma de l'Antimos. Et j'avais été une des rares à trouver que The Lobster était trop scindé en deux parties, et une qui me plaisait plus que l'autre, mais je reviendrai pas forcément là-dessus. Là, c'est une vraie surprise. Même si j'avais adoré La Favorite, là, c'est une espèce de ride. J'ai pas d'autre mot. C'est une espèce de grand 8 complètement, j'ai envie de dire, jubilatoire. Parce que c'est coloré, c'est pop, ça va dans tous les sens, ça s'autorise à être un peu moins dans une espèce de maîtrise qui se ressent à l'écran. Mais intéressant. Allô, Lacan. C'est pour ça que je le laisse, parce que s'il y a des petits qui nous écoutent. Là, ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est que pour moi, c'est presque une réécriture de Pinocchio. C'est un personnage très naïf qui va être en prise de doute en fonction des différents personnages qu'il ou elle va rencontrer. C'est-à-dire que Pinocchio, il va rencontrer, je sais plus comment s'appelle le chat et vous voyez, bon bref, il est amené sur l'île, Lausanne et tout, et en fait il doit à chaque fois choisir ce qui est bien ou mal. Et là, Bella, c'est un peu pareil, c'est qu'elle est toute neuve, toute naïve, et elle est mue par des pulsions freudiennes en plus, assez intéressantes, qui vont l'amener à différents endroits du monde, en tout cas de différents endroits de l'Europe, et on va voir son parcours psychologique et moral à l'écran, et pour moi c'est cette partie, son évolution sous la forme d'un conte initiatique, et, voilà. Et ça m'intéresse. Là, pour le conte initiatique, pour moi, ça m'a sauté au visage, mais vraiment, c'est Candide. C'est Candide. C'est vraiment, absolument, une adaptation de Candide. Complètement, puisque donc elle commence, c'est donc un enfant dans un corps de femme adulte, et elle va faire ses épreuves, ses expériences, les unes après les autres, de manière graduelle, qui vont l'amener à se construire et à revenir en tant qu'adulte et à être capable de porter un regard, un jugement et une appréhension du monde. Le fait que Lisbonne soit la première étape, c'est à mon avis une référence. Je ne pense pas que ce soit fortuit. C'est vraiment l'adaptation de Candide rencontre Frankenstein. Enfin, c'est un peu ça. Et c'est génial. Et moi, alors, outre que je trouve que ce conte, et c'est vraiment des péripéties, c'est-à-dire qu'il lui arrive à chaque étape une aventure qui va être une aventure symbolique, qui va la faire progresser dans l'élaboration de sa pensée et dans l'élaboration. C'est un conte philosophique à la Candide, vraiment. C'est-à-dire que petit à petit, elle va progresser dans cet univers, elle va être confrontée à différentes épreuves, à la misère, et petit à petit, elle va sortir de la bulle qui a été construite autour d'elle pour prendre le monde à bras-le-corps avec sa laideur, sa cruauté, et même son apparence physique, d'ailleurs, va évoluer au fur et à mesure de l'évolution de sa conception et de son appréhension du monde. Et ce que je trouve aussi absolument brillant, c'est que Pauvre créature se déroule dans un univers complètement fantasmatique, c'est-à-dire qu'on est dans une uchronie, on est dans un endroit non réalisé où chaque ville se résume à quelques bâtiments et à des places rondes qui sont distordues en plus par le fisheye, puisqu'il utilise très souvent un grand angle. Et là, c'est, je trouve aussi visuellement une création complètement génial, parce que à quoi ressemblent ces fonds, à quoi ressemblent ces couleurs, à quoi ressemblent ces espèces d'incarnations complètement à côté de la plaque qui sont censées figurer Lisbonne, Paris, Londres, etc. Ça ressemble à du Midjourney. On est en plein dans l'imaginaire de l'intelligence artificielle et de la distorsion du réel à travers le regard de l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça brillantissime. Brillantissime parce que les décors sont splendides, intérieur, extérieur, tout est surchargé comme une intelligence artificielle qui ne sait plus discriminer le réel des photos dont ils se sont inspirés. C'est les quantités de cadres partout accrochés toujours au mur, les assiettes
qui jonche complètement la salle à manger de son créateur joué par Willem Dafoe, qui trouve là l'un de ses plus grands rôles depuis très longtemps, en Docteur Frankenstein, lui-même Frankensteinisé, qui fait des rots, des bulles, comme des bulles de fumée, mais sauf que c'est des bulles d'acide gastrique. Je trouve là qu'il y a une poésie, un conte philosophique. Enfin, vraiment, moi, je suis... encore une fois, j'aimais beaucoup l'Antimos. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que, Alexis, le passage se fait au moment du cerf sacré. Ah, c'est sûr. C'est vraiment... Ouais, là, de Lobster, on passe de cette misanthropie un peu entomologique à quelque chose qui prend en charge le personnage de Barry Keoghan et déjà une sorte de Emma Stone ou de Bella en devenir de manière plus inquiétante et pas... Enfin, un peu différente. Qu'il aime peut-être un peu moins. Qu'il aime moins. Tu sens qu'il aime moins. Il est attaché à Bella, tu sens que le personnage de Barry Keoghan un petit peu moins. Enfin, quel conte, quelle claque visuelle, quelle claque scénaristique. En termes de montage, ça regorge d'idées, ça regorge de plans. C'est presque même un peu trop à certains moments. C'est presque un peu too much. Mais en tout cas, moi, je suis sorti de là complètement enthousiasmé. J'étais ravi de retrouver l'Antimos, faire un cran de plus en avant, à un endroit où on l'attendait pas, et dans un cinéma qui pousse un peu et ses codes narratifs et ses codes esthétiques plus loin. Je trouve ça génial de croiser Candide et Frankenstein. Arthur. Mais c'est marrant, vous avez cité Pinocchio et Candide, mais on pourrait citer Alice au Pays des Merveilles et autres. Enfin, il y a vraiment 1000 références là-dessus. Moi, ce qui est intéressant, c'est que, bon, comme vous le savez, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi j'avais vu le film à Venise avant qu'il ait le Lion d'Or, à un moment où on ne savait pas grand-chose du projet, à part que c'était l'adaptation de ce récit-là et que ça allait être un peu différent parce qu'il y avait plus d'ambition, peut-être plus de budget, etc. J'ai rattrapé les vieux Lantimos, les tout premiers, ceux que personne n'a vus, qui sont d'ailleurs, au passage, si ça vous intéresse, sur Mubi en ce moment. À savoir Kineta et Alps. Et ce qui est fascinant dans la carrière de l'Antimos, c'est que je pense que ce n'est pas aussi schématique que ça, l'aspect rupture, parce qu'en fait, je pense que petit à petit, il a cassé ce truc-là. Son premier film, Kineta, c'est son film le plus aride de tous. Puis après, tu as Canine et Alps qui sont donc déjà avec une volonté un peu plus narrative, arrive The Lobster, et voilà, etc. Et il y a vraiment une progression qui, quand on regarde sur le long terme, est assez logique. Et logique et en même temps extrêmement surprenante parce que même si La Favorite commençait à avoir des jalons d'un nouveau style, alors, tu parlais des fichailles, c'était déjà très présent dans La Favorite, il y a tout un univers graphique, etc., qui détonnait un peu de ce qu'il avait fait auparavant dans La Favorite. Là, c'est un cran au-dessus. Souvenez-vous, à l'époque de Venise, moi je vous avais dit que ça me rappelait pas mal Jeunet. Dans ses couleurs, dans les décors, dans un aspect parfois un peu steampunk des vaisseaux, du bateau, dans la ville de Lisbonne, il y a des trucs un peu comme ça où parfois tu sens qu'il y a des références qui ne sont pas des références que l'on avait au préalable dans la filmographie de l'Antimos. Ça, c'est fascinant. Et puis il y a un autre truc qui moi me fascine, mais je pense qu'après on va redistribuer la parole et en reparler, mais le parcours même, à proprement parler de Bella, c'est effectivement un récit initiatique. C'est effectivement quelqu'un qui ne connaît rien et qui à la fin se connaîtra enfin elle-même et connaîtra le monde. C'est un récit d'apprentissage. Exactement. C'est un genre littéraire très, très, très codifié et qui est vraiment qui produit beaucoup de récits depuis le 17e. C'est le monomythe de Joseph Campbell, quoi. C'est je quitte ma maison, je traverse le monde et puis je reviens chez moi. Et quand je reviens chez moi, je ne suis plus la même personne. C'est Pinocchio, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est Candide, c'est tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un apprentissage qui passe en très très grande partie par la sexualité. Et que ça aurait pu être extrêmement maladroit dans son écriture, ça aurait pu être compliqué. Je sais que j'ai longtemps débattu avec un autre critique qui travaille notamment au Parisien, qui lui déteste le film pour ça. Moi, je trouve que c'est un postulat que je trouve extrêmement intéressant à l'instant T de comment une femme réapprend son corps, réapprend sa féminité, sa sexualité, le parcours de Bella, etc. Et puis, une mention pour le jeu d'Emma Stone, qui est sur un fil de crête. En permanence, elle est à deux doigts de tomber dans le ridicule à chaque fois. Et je trouve qu'elle n'y tombe jamais. Et c'est fascinant à regarder comment elle réussit à incarner parfaitement un personnage qui n'a jamais vraiment été représenté. J'ai regardé juste pour avoir une idée, parce que j'ai vu pas mal de critiques américaines qui le comparaient, j'ai regardé Frankenhooker, qui est l'histoire d'un mec dont la petite copine va mourir et donc il va tuer des prostituées pour la ressusciter en mode Frankenstein. La référence est effectivement, je la comprends, mais n'a absolument rien à voir. Frankenhooker, c'est une série B qui est au passage très rigolo. Et oui, effectivement, il y a un peu de ça, mais quand même, franchement, Emma Stone doit jouer donc un personnage qui, au début, ne sait pas marcher, qui ensuite apprend à marcher, qui joue comme un bébé et en même temps qui a un corps d'adulte et qui a une évolution, mais quand même, franchement, ce qu'elle fournit est
incroyable, et le fait qu'elle ait eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie était absolument logique, et vraiment moi c'est quelque chose que je trouve incroyable. Et en plus tu parlais de William Dafoe, alors moi William Dafoe je trouve qu'il a eu des très grands rôles ces dernières années, mais cela étant dit, c'est effectivement un de ses plus beaux, et même moi j'étais hyper content de voir le traitement du personnage de Mark Ruffalo. Je veux pas spoiler, mais il est présenté comme un personnage à l'instant T, et il a une évolution que je trouve incroyable. Bah, ça m'est revenu, et donc je l'ai vite marqué, mais les personnages que Pinocchio rencontre, c'est Gédéon et Grand Coquin. Bah, en fait, c'est Grand Coquin. Voilà. C'est ça. C'est pour ça, c'est le parfait moment pour le dire. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est celui qui vient, pour resituer vite fait son personnage, donc Bella au début est pas... On va pas dire qu'elle est séquestrée, mais elle est mise sous une cloche. C'est-à-dire que comme elle est toute jeune, son appréhension du monde est très naïve, ça peut être dangereux. Donc la figure paternelle incarnée par Willem Dafoe veut la protéger au point de lui choisir un mariage, une prédestination. Et Mark Ruffalo est là pour dire « Tu veux voir le monde ? Moi, je vais te le montrer, le monde. Et puis, ça chatouille entre tes jambes, je vais te les chatouiller. » Et je voudrais commenter... Moi, je trouve que le film a des limites en termes de discours. Et c'est pas un truc qui me gêne. Je le trouve pas si intelligent que ça. Mais je le trouve pas désagréable, loin de là. Mais pour la comparaison, pour moi, c'est exactement le même discours que Barbie. Et je suis contente parce que d'autres critiques ont dit à peu près la même chose. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin de plus. Juste, ce qui est intéressant et ce qui peut être un peu perturbant, c'est que ça utilise le concept freudien de la sexualité enfantine, à savoir la découverte de ton corps. Et donc, pour moi, il flirte pas, contrairement avec ses précédents longs métrages, sur des notions plus perverses comme l'inceste ou des choses comme ça, parce que Lanthimos a tendance à soulever la sexualité tourmentée, pervertie, interdite. Pour moi, là, il le fait pas. On est sur un spectre. Mais pour moi, le film ne traite pas de pédophilie ou quoi que ce soit. Il y a une notion de consentement qui est relativement... Le film n'est pas difficile à regarder malgré la sexualité assez abondante dans le long métrage. Pour moi, il a effacé un peu ça. Il a adouci ça. C'est sur ça que résidait mon débat avec le critique du Parisien, notamment, parce que lui trouve que c'est un film qui promeut limite la pédophilie, et je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a un problème dans l'appréciation de certains films, qui est que on a tendance à vouloir ramener des films qui, dans leur essence, dans leur narration, dans leur mise en scène, dans leur direction artistique, sont pas des films réalistes, sont des films qui au contraire nous invitent à prendre des distances avec notre réalité, ou au contraire à l'envisager sous un autre angle et sous un autre prisme. Mais on a tendance parfois, en tant que critique, à ramener ces films-là dans le giron du réalisme et à les juger par ce biais-là. Et en fait, c'est pour moi un petit peu ce qui se passe. Je l'ai lu en l'occurrence l'article du Parisien dont tu parles, et c'est ça qui me pose problème avec cet article, c'est que j'ai le sentiment en le lisant que le film est à prendre au premier degré. Mais de fait, s'il y a bien un film qui assume à fond sa facticité et sa nature allégorique, et le fait qu'il ne met pas en scène des personnages qui pourraient exister tels quels en chair et en os dans notre monde, c'est bien celui-là, quoi. Et cette mise à distance, elle lui permet justement de s'affranchir de certains tabous de la représentation qui seraient très problématiques dans d'autres productions. Donc pour moi, ce débat-là, il est intéressant parce qu'il nous rappelle qu'il faut faire attention avec les contrats qu'on passe avec les films. En l'occurrence, le film, dès l'ouverture, passe un contrat avec nous qui est « Je suis un pur conte, je suis une pure fable, il faut me vivre comme tel ». Et pour moi, je l'ai réceptionné comme on réceptionne une fable de La Fontaine. Je l'ai réceptionné comme un récit qui n'appartient pas à ma réalité, mais qui peut-être va communiquer avec cette réalité-là que je connais. Et à partir de là, moi, je trouve pas le film problématique une seule seconde. Du tout. Mais je suis d'accord avec toi, ou comme plutôt plus qu'une fable de La Fontaine. Encore une fois, on peut reciter Voltaire, parce que je trouve que ça marche vraiment bien, parce que Voltaire, c'est très drôle aussi. Ouais. Il utilise des motifs de fantastique ou d'imaginaire, parce que la science-fiction, ce serait anachronique d'en parler. Mais quand tu dis, je ne trouve pas, Sophie, que le film soit plus intelligent que ça, je pense pas que c'est un film qui se veuille être intelligent. C'est un conte philosophique, c'est un conte qui va raconter l'évolution d'un personnage, qui va faire ses expériences et qui, à travers ses expériences, va porter un regard sur le monde, sur la société, et finir par devenir et par incarner une personne pensante et indépendante. C'est pas un film qui est en train de dire, regardez, c'est un film un peu misanthrope, certainement comme tous les films de Lanthimos, pardon. Mais ça n'est pas beaucoup plus que ça. Je pense pas que ce soit un film à discours. Non, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est parce que j'ai vu, pareil, si on se base, c'est un film qui est très commenté. C'est un film qui était très attendu, donc qui est très commenté, que ce soit sur les réseaux sociaux, par la presse, et c'est normal. Tant mieux, ça lui fait de la légitimité. Moi, les gens qui y voient un immense discours féministe, je suis pas d'accord. En fait, et pour moi, ça n'enlève rien au film. C'est ça qui est intéressant. Je ne cherche pas forcément
en voyant Pauvre créature, d'avoir un pamphlet féministe sur c'est quoi d'être une femme dans cette société, parce que si on le décortique uniquement sous ce prisme, le film perd toute sa saveur. Parce que littéralement, ça dit les hommes, pas très sympas, hein. Bah ouais. Donc pour moi, il faut pas du tout le lire comme ça. Il faut le lire comme une fable beaucoup plus générale sur qu'est-ce que c'est que de regarder le monde quand on va acquérir plus de connaissances, comment ça le rend plus sombre, comment on va se positionner face au monde, mais par rapport aux individus. Pour moi, Bella, certes, c'est une femme, elle a plein de problématiques de femme, mais il a eu l'intelligence d'en faire avant tout un personnage où on peut tous se projeter. Donc pour moi, c'est un peu paradoxal de dire qu'il faut vraiment pas le lire sous un prisme féministe, mais il faut vraiment pas le lire sous En tout cas, ne pas le lire que comme ça. Il faut pas le lire comme ça du tout pour moi. Hein. Ah ouais, tu trouves ? Bon, il y a quand même moi je suis en désaccord avec toi sur ce point-là parce que je trouve malgré tout que le côté féministe il est présent et on peut pas le retirer. Oui, mais pas plus que Barbie, tu vois. Mais Barbie a été conçue comme ça, marketée comme ça. Mais non, mais je veux dire, Barbie, on a tous dit que c'était un discours féministe 101. Et moi, ça me va. Ça me va très bien qu'un film, un blockbuster grand public, ce soit juste de dire que c'est pas facile d'être une femme. Bah, c'est déjà beaucoup pour la plupart des blockbusters. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un peu genre... faut un peu se méfier des hommes. Si ce n'est que je trouve que la manière dont le message est raconté dans l'histoire est quand même beaucoup moins accessible dans Pauvre créature que dans Barbie, qui est pour le coup Barbie c'est vraiment in your face H24. Franchement, là il y a quand même un côté un peu allégorique, il faut accepter quand même le postulat, il faut rentrer dedans. Mais je parle pas de manière dont le message est libéré, je parle juste du fond. Pour moi, qu'un film soit hyper tordu pour te raconter un message, si le message c'est que le ciel est bleu, si tu le dis par des phrases hyper complexes ou que tu le mets juste un ciel bleu, au final le message est le même, c'est que le ciel est bleu, tu vois. Et pour moi c'est un peu pareil, c'est qu'au final, si on ne le prend que par ce prisme là, il perd un peu de saveur, tu vois. Moi, je pense surtout que c'est réduire la portée du conte philosophique, c'est-à-dire qu'elle va faire l'expérience du monde et étant une femme et découvrant et ayant cette dissonance entre son corps de femme et la découverte de sa sexualité et l'évolution finalement de la maturité de son cerveau, elle va faire l'expérience du monde à travers son rapport avec un certain nombre d'hommes. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire évidemment, chaque homme va représenter, comme dans tout conte philosophique, un archétype. Cet archétype, d'ailleurs, qui va bouger, évoluer, que ce soit celui de Mark Ruffalo, de son père qu'elle appelle God. Évidemment, tout ça est un peu freudien. Mais finalement, son fiancé n'est pas une figure particulièrement négative. Son ex-mari, c'est peut-être la partie la moins réussie, représente une forme d'homme violent. Mais on va trouver aussi des personnages plus en demi-teinte, comme la mère Macrel, comme son amie prostituée, comme certains de ses clients, d'ailleurs, quand elle se prostitue à Paris, qui sont pas tous des horribles connards. Damien Bonnard. Et Raphaël Thierry aussi oui, au passage. oui. Ouais. Vraie gueule de cinéma. Il y a quand même un truc malgré tout, je suis désolé, c'est qu'encore une fois, je parle de mon point de vue, je l'ai découvert à un festival de Venise où il y avait en compétition le film de Woody Allen, le film de Luc Besson et le film de Polanski. Et le fait que ce film-là arrive avec ce discours-là sur la sexualité infantile, la reprise de son contrôle, etc., et que ce soit lui qui soit récompensé et pas les autres, je suis désolé, c'est logique qu'on l'interprète comme ça. Arthur, regarde le personnage de la vieille dame. Le personnage de la vieille dame qui dit qu'elle n'a pas eu de sexualité depuis 20 ans et qui est aussi à un moment donné un personnage qui est un personnage pivot pour elle, pour comprendre quelque chose de son rapport à son corps, etc. Non, mais j'ai pas dit que c'était le seul message du film. J'ai pas dit que c'est le seul discours. Je dis que c'est un discours qu'il faut prendre en considération. Oui, non, mais ma seule limite, c'était il ne faut pas le lire que sous ce prisme. Parce que en fait, on dit la même chose. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, effectivement, t'es pas la seule critique à soulever ce truc-là, puisque Josué Morel, le rédacteur en chef de Criticat, qui d'ailleurs, lui, pour le coup, n'a pas beaucoup apprécié le film, en dit, et je trouve que c'est plutôt juste, que sur la partie strictement politico-féministe, on va dire ça comme ça, le film est une version edgy de Barbie. Et c'est un peu ça. C'est un film qui, quand même, sur la question du féminisme, est assez généraliste. Néanmoins, là où je le trouve politiquement intéressant, c'est sur un aspect bien spécifique. Plus que de soulever des questions féministes qui méritent d'être soulevées, encore et toujours évidemment, je trouve que là où le film fait très fort, c'est qu'en nous présentant une version alternative de notre monde. C'est qu'il aurait pu partir sur un univers totalement fictionnel où les villes n'existent pas, où les pays n'existent pas. Non, il nous choisit de nous emmener à Londres, à Paris, à Lisbonne. Il nous fait visiter des villes que le spectateur connaît et qui ont été... À Alexandrie. Et il nous fait visiter des villes que tous les spectateurs connaissent, au moins de nom, et qui ont été complètement, radicalement transformés par la direction artistique. De fait, moi je passe tout le film à me dire il est quand même bizarre ce monde-là. Et dans ce monde-là, le personnage d'Emma Stone, qui dans l'absolu est un personnage quand même pas banal, m'apparaît
Finalement comme un personnage normal, parce que tout le monde autour d'elle est déréglé. Et pourtant, les personnages masculins en particulier du film vont systématiquement la pointer du doigt, lui reprocher d'être bizarre et lui dire non, tu peux pas te permettre de te comporter comme ci, tu peux pas te permettre de dire telle chose, tu dois rentrer dans notre moule. Et en mettant en exergue de cette manière-là, par le biais du conte encore une fois, la bizarrerie profonde de notre propre société et du propre fonctionnement de notre société, le film souligne à quel point il est profondément stupide et irrationnel et méprisable de vouloir supprimer la bizarrerie des individus. Parce que la société autour d'eux est déjà complètement fucked up. Donc après tout, si le monde est fucked up, pourquoi ne pas l'être aussi ? C'est ça en fait, là où le film, je trouve, politiquement, frappe assez fort. C'est sur cette question-là en fait. Un petit mot peut-être sur la DA, sur la mise en scène, donc sur cette esthétique très très particulière où chaque ville est représentée vraiment quasiment comme une scène de théâtre avec très peu de bâtiments, toujours dans une espèce d'architecture semi-circulaire ou circulaire. On est toujours sur des places rondes avec quelques bâtiments qui sont simples, comme je le disais tout à l'heure, rappellent un mauvais prompt de Midjourney ou un Midjourney. Non, pas un mauvais, parce que finalement les résultats sont quand même visuellement très beaux. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire, Alexis ? Écoute, oui, déjà, outre la dimension que j'ai soulevée sur le fait de mettre en exergue la bizarrerie de notre propre société, là où je trouve qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans la direction artistique, c'est le fait que j'ai le sentiment avec cette DA que, comme je le disais tout à l'heure, Yorgos Lanthimos il achève sa mue et qu'il me dit en fait, je suis pas un cinéaste intellectuel, je suis un conteur. Et je suis entièrement d'accord. Et pour moi, ça passe avant même la mise en scène. Ça passe par la direction artistique. Ça passe par cette volonté de vouloir imprimer une marque de fantaisie, de fiction, de transformation dans tous les décors du film. Et ça passe par beaucoup de détails. Tu parlais tout à l'heure des bulles d'acide gastrique que recrache le personnage de Willem Dafoe, qui est une idée de cinéma fantastique que je trouve absolument géniale. Pour resituer pour les spectateurs qui n'ont pas encore vu le film, parce que c'est vraiment un détail rigolo mais anodin. Donc je peux me permettre de le dévoiler. En gros, le personnage de Willem Dafoe, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il est complètement défiguré de partout. Il est Frankensteinisé, comme tu disais, parce que son père était un scientifique qui l'a torturé et disséqué et défiguré au nom de la science. Et castré, ce qui n'est pas inintéressant. Voilà. Encore une fois, on en revient à la mythologie freudienne. Mais le fait est que ce personnage-là, il a besoin de fabriquer ses propres sucs gastriques. Donc quand il mange, il se connecte à une espèce d'énorme pompe qui va... En forme d'estomac, par ailleurs. En forme d'estomac, qui va digérer à sa place les aliments parce que lui-même ne peut pas les digérer. Et à la fin, il rote une énorme bulle. Dans cette bulle, il y a des dessins. Et alors, ils sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais il y a des dessins. J'ai repéré, je crois, un cheval à un moment dans une des bulles. Donc il y a cette idée, cette espèce de fourmillement qui, je trouve, accrédite un peu ce que je disais de Lanthimos tout à l'heure. Je pense que c'est un cinéaste qui, pendant longtemps, a été engoncé dans sa manière de fabriquer des films, parce qu'il a intériorisé des automatismes de mise en scène un peu rêches, un peu rigides, qui peut-être, en fait, lui correspondaient pas tant que ça. Et là, d'un coup... Pas tant que ça. Là, d'un coup, d'ailleurs, il faut préciser qu'il recollabore pour la deuxième fois avec le scénariste Tony McNamara, qui avait écrit La Favorite, et qui est aussi un collaborateur régulier d'Emma Stone, puisqu'il a écrit le scénario fameux, c'est du sarcasme, de Cruella de Craig Gillespie. Et le fait est que, encore une fois, comme c'était déjà un peu le cas dans La Favorite, je sens qu'il y a chez Lanthimos la volonté, pour le coup, de produire des images qui marquent. Et ça a l'air d'être gratos. Le truc, c'est que quand c'est réalisé avec autant autant de plaisir, autant d'inventivité, autant d'originalité. Vraiment, c'est difficile de résumer toutes les trouvailles de décors, d'ameublement, d'accessoirisation du film, de costumes. Les costumes sont extraordinaires. J'allais citer la costumière, la directrice de costumes, qui s'appelle Holly Waddington, et c'est un de ses premiers films où elle est seule. Elle a été, j'avais cherché, là je l'ai plus sous les yeux, et tant pis pour vous irez faire vos recherches. Elle a été assistante costumière sur plein de trucs, mais c'est son premier film en tant que directrice de tous les costumes. Il y a un savoir-faire de genre, dingue. Et Holly Waddington. Voilà, retenez ce nom parce qu'à mon avis, elle va faire des trucs de je pense qu'elle va choper un Oscar déjà. Mais le truc, c'est que moi, c'est ça qui me touche, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'un cinéaste qui est libéré d'un poids qui s'était peut-être lui-même imposé. Et comme il est libéré, il en fait des caisses. Effectivement, parfois le film est too much, mais quand c'est du trop plein avec autant de saveurs, franchement, ce serait con de se priver, quoi. Et je trouve que la direction artistique du film est exceptionnelle. Et on parle du fisheye qui est utilisé depuis toujours par Lanthimos. Il adore les grands angles. Voilà, il adore ça. Bon, le fait est que des fois, moi, je trouve par exemple dans The Lobster, il y a des plans au grand angle où je me dis, en vrai, je sais pas si c'est une intention marquée ou si c'est
là j'ai une séquence, je sais pas comment la rendre un petit peu différente, comment la distinguer dans le film. Bon, bah je vais mettre la caméra dans un coin de la pièce avec un grand angle énorme, et là pour le coup les gens vont se dire oh bah quoi, c'est pas banal ce plan là. Et j'ai plus du tout ce sentiment là avec Pauvre créature. J'ai le sentiment pour le coup qu'il y a une utilisation du grand angle qui est hyper pertinente pour justement déjà mettre en évidence et faire profiter des décors, quoi. J'ai un film, je le sens, c'est un film qui est réalisé par un mec qui s'est éclaté pendant la fabrication et qui a envie de me partager ce plaisir-là. Et comment il le fait? En filmant au grand angle des décors absolument majestueux et en me disant bah voilà, on a fabriqué tout ça pour toi, vas-y, visite-le, amuse-toi. Et ce qui fait que le spectateur est placé presque dans la même position que le personnage d'Emma Stone, c'est-à-dire qu'on voyage, on découvre des trucs, on apprend sur ce monde-là en même temps qu'elle, et je trouve que c'est aussi une des forces du film. Sophie. Juste, c'est pas son premier, c'est son deuxième. Ça reste quand même un sacré boulot. Fun fact, elle a été assistante au costume sur 2 films de Spielberg. Oh, lesquels? Lincoln et Cheval de guerre. Ouais, voilà, bon, c'est pas mal. Niveau costume, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. C'était le fun fact. Mais on parlait des grands angles, mais il n'y a pas que ça. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné aussi quand j'ai vu le film. J'ai voulu le revoir, j'ai pas eu l'occasion malheureusement, mais c'était la richesse des propositions visuelles, et pas juste sur les décors, mais aussi sur les focales. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où effectivement tu as des grands angles, et puis tu as des moments où d'un seul coup tu vas avoir une mise au point qui est extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on a un plan sur Mark Ruffalo qui est à table, tout le reste autour est flou ou un peu détouré, qui bouge, étrange, et en même temps Mark Ruffalo est la seule chose qui est stable. Et il y a plein de moments comme ça, il y a des petits zooms tout le temps, enfin il essaye tout le temps d'ajouter des éléments en plus qui font que à un moment on sait plus où quoi donner de la tête. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et moi je suis un peu d'accord avec toi, même si je trouve que le film est assez grandiose. Il y a un moment où un peu une overdose d'idées. C'est-à-dire que t'as des costumes extrêmement beaux, puis d'un seul coup derrière t'as des décors incroyables, et puis t'as une espèce de ciel quand elle est sur le bateau là, le ciel, la mer, c'est beau. Tu dis est-ce que c'est des fonds verts, est-ce qu'ils ont utilisé la technologie OLED avec les écrans 360, je sais pas. Et en même temps t'essaies de te concentrer sur qu'est-ce que la caméra essaie de me raconter, les mouvements de caméra, quelle focale, enfin. Et en même temps, je suis désolé, mais c'est tellement rare d'avoir un film aussi généreux sur tous ces aspects-là que je vais pas bouder mon plaisir en fait. Et je comprends je crois que c'est Télérama qui a fait une critique pour dire que c'était un film qui en faisait des caisses et qui était too much. Bah je préfère ça en fait qu'un film fade. Ah bah c'est sûr, ça change de Canine. Oui, bah voilà par exemple, ouais. Moi, ma Canine, alors, c'est dur. Peu importe, sans donner son jugement sur Canine ou pas, d'un point de vue purement objectif, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que en termes de rythme, de découpage, de photos, de costumes, ne serait-ce que, tu vois, tu parlais de changement d'idée visuelle. Bah Canine, limite s'il avait pu le filmer en mode love story avec que des caméras très lointaines qui changent en mode coupe aléatoire, ce serait ça. Bah oui, c'est ça. Et en plus, j'ai l'impression que jusqu'à quasiment La Favorite, son grand truc à l'Antimo, c'était la lumière naturelle. C'était un truc très important qui ressortait même de manière parfois étrange, sur La Favorite. Il faut avoir envie de filmer tout avec des bougies pendant longtemps. C'est très Kubrickien au final. C'est très casse-couille sur un plateau parce qu'il faut les changer en permanence pour les raccords, c'est un cauchemar. Là, il n'y a pas de doute, la lumière naturelle, elle n'est pas là. Là, il s'est dit... Lisbonne, ça va être très jaune. Et puis Paris, ça va être très blanc. C'est ça. Donc, non, flemme, on va mettre des spots partout. Ça aussi, c'est une trace. Ça, c'est une trace, une des traces malheureuses laissées par le mouvement du Dogme 95 et leur manifeste à la con qui disent non, le cinéma direct, on met pas de lumière sur le plateau parce que sinon c'est trop du cinéma. Et qui là Lars von Trier. Voilà, dans ses bons jours. Beaucoup dans ses comme bons ça, jours. mais non, il parle pas. Il parle plus là. Mais le fait est que non, mais il y a une trace quand même de ça dans Canine, quoi. Canine, c'est un film qui est franchement assez terne par instant, et là encore une fois le gars se réinvente complètement, quoi. Je trouve ça absolument fascinant. C'est pas nouveau que les cinéastes évoluent au cours de leur carrière, mais alors être en rupture avec ses films précédents à ce point-là, faire un grand écart à ce point-là, franchement c'est rare. Le mec est devenu drôle, c'est quand même fou. Oui, parce que c'est hilarant en plus. C'est vraiment drôle. C'est hilarant. Allez, puisqu'on a tous aimé et toutes, on va faire un tour à rebrousse-poil. Un point faible du film. Sophie. La fin. Moi, il faut développer un peu. Tu peux développer un peu. On t'a dit un mot. Moi, je suis bon élève. On a le temps. Simon est pas là puisqu'il y présente vendredi. Jeudi. Je crois que c'est jeudi. Je pensais qu'il présentait les putes de l'autoroute. En gros, le film est très long quand même. Très long. Tout est relatif. Il fait un peu plus de 2h30. Et il y a, je vais dire, un petit quart d'heure de trop. Et qui est tout condensé à la fin. C'est-à-dire que le film est une... T'es
happée. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas cligné les yeux 4 fois pendant la séance parce que je suis en mode oh mon Dieu, mais je vais rater un élément. Puis d'un coup, il y a une fin qui s'annonce, qui est magnifique. Et il faut savoir, on l'a pas précisé, mais Yorgos Lanthimos, il a plein de styles très précis de mise en scène. Et il en a un qui revient à chaque fois, normalement, c'est qu'il fait une fin très cut. C'est-à-dire que limite, s'il coupe au milieu de la scène, il le fait. Et là, il y a une fin qui s'annonce. Et ceux qui connaissent un peu le cinéma de Lanthimos, il va couper là. C'est évident, il a sa fin. Et non, il va nous rajouter 10 minutes avec une sous-histoire, une sous-intrigue pour arriver à une fin que je trouve moins convaincante que là où il aurait dû couper. C'est pas grave, ça va pas gâcher mon plaisir, mais il a une sous-fin de trop. Alexis. Écoute, moi c'est un truc qui... Alors je sais pas si ça me manque au film, mais je trouve étrange une décision d'écriture qui est qu'il y a un personnage qui en plus avait l'air d'être important vu que le personnage apparaît dans la bande-annonce du film. Je ne dirai pas lequel parce que je veux pas trop vous spoiler, mais un personnage qui arrive à un moment du film et où je me dis ah tiens, peut-être que le film va creuser une piste intéressante qui peut être une sorte de dualité entre le personnage de Bella Baxter et un autre perso, et sauf que l'autre personnage n'a strictement aucune espèce d'utilité dans le film, et donc ceux qui ont vu le film je pense sauront de quoi je parle, mais je trouve que c'est moi je ne m'explique pas l'existence de ce personnage en fait, tout simplement, et ça m'a un peu laissé circonspect. Arthur. C'est difficile parce que franchement je le trouve vraiment exceptionnel. Je dirais peut-être que j'aime beaucoup ce que fait Rami Youssef et qu'on le voit pas assez. Celui qui joue l'étudiant en médecine. Je l'aime beaucoup, je le trouve super, je trouve qu'on le voit peut-être pas assez. Mais c'est vraiment parce que je dois être tatillon pour rien. Tu lui as mis 4,5, il faut bien que tu nous expliques les moins 0,5. Ouais. Et toi moi je suis d'accord avec Sophie. Moi je trouve que le rebondissement final est pas nécessaire et que le film gagnerait à perdre ce petit quart d'heure de trop qui est pas nécessaire et qui était une très très jolie. Pareil, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que je me disais ah tiens c'est fini. Je me disais mais c'est curieux. J'ai jeté un coup d'œil là. Je fais ah mais il reste encore du temps. Et puis boum ça y a. Et puis surtout vraiment il fait pas grand chose de cette sous-intrigue là et c'est pas. Ouais. Puis en plus thématiquement notamment sur les questions de féminisme, cette sous-intrigue là fait vraiment l'effet d'un gros coup de surligneur en mode bon on va vraiment insister sur un truc que vous aviez déjà compris mais on va quand même insister 10 minutes. C'est de trop c'est un peu du gras. Eh bien, vous aurez compris, nous avons été particulièrement séduits par ces pauvres créatures de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Willem Dafoe et Mark Ruffalo. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt mettre un cerveau de bébé dans un corps de femme comme Bella ou mettre un cerveau de hyène dans un corps de zombie comme Éric Zemmour? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi, sauf évidemment pour nos chers abonnés à Cast+. Dans ces cas-là, qui ont un accès anticipé à l'épisode patrimoine, et sauf pour Simon, pour qui l'épisode sort lui le lundi. Le lundi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il sera question dans cet épisode de coups de téléphone qui finissent bif pof, et puis bye les amis, et gloire à Sam Danche. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.